Bonjour et bienvenue dans le numéro 30 de Jaftamer sur RLP avec Stéphane depuis le Périgord. Aujourd'hui, une émission en deux parties avec notre invité principal, monsieur Thierry Berger, le président de l'association Égalité Parentale et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Nous discuterons avec lui de divers thèmes comme l'actualité politique, l'activisme, la place du beau-père, le rôle du père dans la famille, etc., etc. Nous aurons également une interview de Maître Hamas donnée au journal La Tribune Le Progrès où il parle encore de son projet de loi. Le tout après les actualités. Ne bougez pas, c'est après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Vous êtes aujourd'hui au Puy pour manifester. Vous venez tout spécialement de Marseille, mais pourquoi? Pour quelle raison? Alors je viens ici pour être aux côtés de parents qui sont désenfantés, des parents qui sont face à la justice des mineurs, qui est une justice très violente. Pas violente parce que les magistrats sont pas bons, pas violente parce que les services sociaux sont méchants, mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Comme il n'y a pas de moyens, les magistrats sont lents, parce qu'ils sont écrasés par une somme de travail qui est énorme. Et il n'y a pas de moyens aussi dans les services sociaux, il y a peu de monde, ce qui fait que c'est à l'arrêt, c'est très lent. Et là, dans un des dossiers pour lequel je suis là aujourd'hui, il y a une maman qui ne voit pas son enfant depuis maintenant presque 1 an et demi, une petite fille de moins de 10 ans. Et elle ne la voit pas depuis presque 1 an et demi parce que c'est à l'arrêt. Et parce qu'au début, ça n'a pas bien fonctionné. Qu'elle sait au début, parce que quand on enlève un enfant à une maman, rapidement elle est en colère et elle va dysfonctionner pendant les rendez-vous, elle va être en colère, elle va se disputer. Ça est allé même un peu plus loin. Elle a enregistré un des premiers rendez-vous avec les services sociaux et ça a cassé la relation. Alors pourquoi elle a enregistré? C'est ça qui est terrible. Quand les parents, on leur enlève leurs enfants, immédiatement, ils vont aller sur Internet, ce que vous feriez, ce que je ferais. Et sur Internet, il y a des associations de gens qui sont dangereux, qui leur donnent de mauvais conseils, enregistrer les audiences, enregistrer les rendez-vous avec les services sociaux. Et les parents font pensant que c'est possible, et c'est pas possible. Et une fois qu'on se fait attraper, en enregistrant l'audience, en enregistrant un rendez-vous à eux, les services sociaux immédiatement refusent de travailler. Et avec cette maman-là qui est de bonne foi, on les a séparés parce que l'enfant et la maman étaient fusionnels, elles s'entendaient trop bien, et que ça faisait peut-être ombrage à la relation avec le père. Alors au lieu de gérer ça avec du droit de la famille, avec un référé pour réglementer le droit de visite, au lieu de le gérer entre personnes de bonne volonté, on est allé au juge pour enfants. Et le juge pour enfants a ouvert d'abord une mesure. Et comme cette personne est arrivée et a enregistré, elle a fait ce qu'il ne fallait pas, les services sociaux se sont braqués et ils n'ont pas tort sur le principe. Mais le carton rouge qu'on lui met est trop long. 1 an sans voir son enfant. Là, le magistrat a mis un droit téléphonique, elle a le droit d'appeler. Ça n'a pas fonctionné, du coup maintenant elle a le droit juste d'écrire avec une petite fille de 6 ans. C'est Noël dans 1 mois. L'enfant c'est 4 ans, 5 ans. La 6e année, il faut dire que Père Noël n'existe plus. Et ces parents-là, ils n'auront pas leurs enfants à Noël. Et ces enfants-là, ils n'auront pas leurs parents à Noël, pas parce que les juges sont mauvais. C'est ça. Parfois, on dit, vous stigmatisez les magistrats. C'est pas ça. Les magistrats sont écrasés. Il y a pas... La justice, c'est le parent pauvre du budget, mais la justice des mineurs, c'est le parent pauvre de la justice. Il y a 170 000 enfants placés en France. Il n'y a que 70 000 détenus. Vous battez dans les juridictions, oui, devant les palais de justice, comme aujourd'hui au Puy, mais également pour faire bouger les choses au niveau national, au niveau de la loi. Il y a plusieurs combats. D'abord, il y a le combat, il y a la châtaigne, il y a le combat à la baïonnette dans les juridictions, et ça, on le fait tous, et on le fait plutôt bien. Et puis après, il y a des combats que l'on mène, parce que quand on ne peut plus rien faire, là par exemple, si le juge ne répond pas, j'ai pas d'armes. J'ai plus d'armes juridiques, je ne peux pas faire de référé, je ne peux pas faire de requête, je ne peux pas faire d'événements. Il n'y a pas de moyens juridiques. Alors,
Ce qu'on fait, c'est participer à des manifestations. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'été, on a écrit une loi. Avec un confrère et puis avec un élu marseillais, on a écrit une loi qui fait que le juge aura l'obligation de répondre. C'est-à-dire, quand on pose une question, il a l'obligation de nous répondre. Jusqu'à aujourd'hui, on peut poser des questions, mais il n'a pas l'obligation de répondre. Dans la loi qu'on a déposée, la proposition de loi, il a l'obligation de nous répondre dans le mois. Et s'il répond dans le mois et que on n'est pas d'accord, on peut en relever appel et l'appel est jugé dans les 2 mois. Où en est ce texte ? Alors il a été déposé, la PPL elle a été déposée il y a exactement 10 jours, elle sera votée, elle est dans le calendrier de procédure, a priori elle devrait être votée en première lecture d'ici 2 mois, j'espère avant les élections parce qu'après les élections on va être embêté, si ça change, et a priori c'est un truc qui devrait sortir en 2e lecture au Sénat, on va dire au printemps. RLP Radio Libre en Périgord. RLP 102.3 Jaftamer ce soir avec Thierry Berger, dont on vous parle régulièrement, le président de l'association Égalité Parentale, dont nous vous présentons l'action politique chaque fois qu'elle paraît dans sa lettre publiée, que nous avons reçu l'an dernier pour son premier livre Les orphelins du divorce, et qui vient nous revoir aujourd'hui pour la sortie de son 2e livre, Papa, pourquoi t'es pas là, aux éditions Spinel, sorti en juin 2020. Thierry, tu es là ? Oui, bonjour. Bonjour, merci à toi. Alors, comment vas-tu et surtout, quel est donc ce nouveau livre que tu nous apportes ? Alors, je vais bien, je suis content que ce livre ait pu sortir, bien qu'il ait eu un petit peu de retard avec le confinement. Ce livre, Papa, pourquoi t'es pas là, est complètement différent du premier, en ce sens que ce sont des petites histoires de plein de situations différentes, de père ou de mère. Mais là, en l'occurrence, c'est une histoire d'un père comme un autre qui essaye de vivre normalement en ne voyant ses enfants qu'un week-end réduit par mois. Au début, c'était tous les 15 jours, puis par mois, avec tout le spectre de la problématique d'être éloigné, de devoir quand même faire l'éducation de ses enfants dans des miettes de temps qui restent, avec des petites anecdotes toutes bêtes comme ce père qui achète une bouteille de lait, puis un week-end d'un mois sur l'autre le lait Espérime, alors les enfants regardent la date de péremption. Voilà, sous couvert de petites anecdotes un petit peu comiques ou humoristiques, il y a beaucoup de nuages gris qui planent au-dessus de ces petites histoires de tous les jours. Donc voilà, j'ai essayé de remettre un petit peu un échantillon de toutes les facettes de la problématique de la séparation. Ce sont des histoires qui viennent de ton expérience ou de tes adhérents, des témoignages que tu as eu autour de toi ? Alors oui, il y a quelques histoires qui viennent de moi. Je ne dirai ni lesquelles, ni le pourcentage. La grosse partie vient de ce que j'ai pu entendre dans des permanentes associations, dans des mails, dans des réseaux sociaux, voilà, d'autres pères qui ont la même problématique, en fait, problème d'attouchement, d'éloignement géographique, de non-présentation d'enfants, d'amende excessive pour avoir osé intenter un procès pour voir un petit peu plus nos enfants qu'un week-end par mois, etc. Avec toute la problématique, oui, j'en ai parlé d'attouchement, qui est un grand classique. J'en parle parce qu'on a encore discuté avec des élus aujourd'hui. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un grand classique et la souffrance des parents, du père en général. Ça peut être aussi de la mère. Il y a quelques histoires de mère que j'ai transformées forcément en histoires de père avec les enfants. Mais il y a des histoires, je rassure tout de suite, de la vie de tous les jours, donc des petites histoires rigolotes, humoristiques. Et il y a même des amis mères qui, avec leurs enfants, des mères séparées, qui m'ont dit Thierry, je lis quelques-unes de tes petites histoires à mes enfants pour les endormir le soir. Parce que bien sûr, je les donnais à relire pour voir si ça tenait la route. Donc il n'y a pas que des histoires tristes, il y en a qui sont sérieuses. Quand je parle d'un ami qu'on connaissait bien qui s'est suicidé, vous voyez, j'en ai encore la chair de poule en parlant. Mais voilà, toutes les histoires ne sont pas rigolotes, mais heureusement, il y en a qui sont rigolotes. C'est des tranches de vie du quotidien. On parlait effectivement il y a quelques mois, quelques semaines avec Pierre Durand, que tu connais. Bon, c'est son pseudo, mais je crois que nous le connaissons tous les deux, qui a une vue sur plusieurs centaines de dossiers, de cas, d'histoires sur Dijon, qui nous expliquait qu'en fait, il y a quelques années, il avait énormément de plaintes d'attouchement. Et puis que depuis que le gouvernement a changé et que les néo-féministes sont arrivés au pouvoir, il a énormément de plaintes de violence
Est-ce que toi aussi tu as constaté de par ton association, ton travail et tes recherches, que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et que cette rage dépend parfois des périodes, des actualités, de ce qui peut se passer dans l'histoire en fait, et le temps. Alors, les accusations mensongères d'attouchement, c'est un grand classique. Il y en a pléthore, hein, beaucoup de pères, parce que c'est facile, puisqu'on a du poil aux pattes, on est potentiellement violent. Il y a même une députée, une vice-présidente de la commission des droits des femmes. Quand je lui dis, on est égaux pour le meilleur comme dans le pire, il y a des pères indélicats, il y a des mères indélicates, il y a des mères qui tuent leurs conjoints. On m'a dit, non, il y a un déni de la part de d'une quelques minorités de députés féministes extrémistes, hein, c'est-à-dire jusqu'au boutistes, de la violence faite aux hommes. Et pour elle, si la femme a tué son mari, c'est qu'elle s'est défendue, elle était en légitime défense. Je me souviens. On avait relayé cette interview, ce commentaire, c'était en mars dernier, je crois. Voilà, donc les accusations d'attouchement, c'est un grand classique, c'est invérifiable. La plupart du temps, il y a quelques cas où c'est avéré, et là, il faut le sanctionner avec la plus grande sévérité. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et de laisser tout faire, mais la plupart du temps, c'est classé sans suite, sauf que ça fait des dégâts pour la personne, l'adulte, qui est auditionné par des commissaires de police, qui n'a pas le droit de savoir le grief qu'on lui reproche, et surtout pour les enfants. Les enfants, moi personnellement, ma fille est traumatisée, elle dit papa, j'essaye d'oublier, je ne plus qu'on en parle, parce que j'aurais pincé les fesses de ma fille 1 an et demi avant son départ à l'étranger. Je me dis, quelquefois, il y a des parents indélicats, mais surtout les avocats. Les avocats ont leur grande part de responsabilité, et ce qu'on demande, c'est que les accusations mensongères soient punies. C'est du pénal dans les pays nordiques, hein. Du pénal comme une violence, c'est comme une violence physique. Pour les violences, j'ai peu de retours, parce que si c'est les hommes qui sont violents, ils vont pas s'en vanter. Et quand les femmes sont violentes, j'ai peu de retours, parce que c'est un peu un sujet tabou. Les hommes ont honte de dire de faire croire qu'ils sont des mauviettes et qu'ils ont été violentés. Donc j'en ai, mais pas énormément. J'ai peut-être 15 cas de plaintes où j'ai été directement, où on m'a raconté directement des cas de violence de mère vis-à-vis des pères. Hein. RLP. Radio libre en Périgord. Oui, donc toujours avec Thierry Berger pour son 2e livre. Alors la question qui me venait à l'esprit pendant que tu parlais était: pourquoi a-t-on autant de difficultés à faire condamner les auteurs de dénonciations calomnieuses, les gens qui disent que l'autre s'est mal comporté, alors que ce n'est pas vrai, et qui le font sciemment dans le but de les éloigner de leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de les punir, en fait, et pourquoi est-ce que ça reste souvent impuni? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs explications à ça. C'est qu'il faut bien garder en mémoire que dans les juges aux affaires familiales sont des femmes dans 92% des cas. Hein. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à protéger les femmes, les mères. Hein, dans mon premier livre, j'ai mis un certain nombre de bêtisiers, de perles de magistrats, où une mère indélicate en était à 23 non-présentations d'enfants, et donc c'est punissable par la loi. Il y a des sanctions pour ça, et c'est même puni d'emprisonnement. Et la juge a fait cette réponse qui est merveilleuse. Elle dit, mais on va tout de même pas mettre la mère en prison. Qui est-ce qui va s'occuper des enfants? En oubliant tout simplement qu'il y a un père, hein, qui demandait que ça, qui demandait qu'à s'occuper des enfants. Alors, moi je suis pas non plus personnellement pour sanctionner à tout prix. Il faut savoir que les juges, les magistrats, les tribunaux sont débordés, sont saturés, ils prennent du retard, et c'est ce qui nous pénalise quand on se sépare, c'est que les jugements de divorce prennent des mois, voire des années. Moi personnellement, on peut sanctionner la non-présentation d'enfants, l'éloignement géographique, l'aliénation parentale, et j'en passe, mais je pense qu'il faut s'attaquer au problème à la racine, à la base, à la cause racine, éviter que le conflit s'installe et éviter que on en arrive à des non-présentations d'enfants, à ces actes déloyaux, d'accusations mensongères, d'attouchement. C'est-à-dire que dans mon association, on a de cesse de vouloir pacifier les conflits. Ça veut dire quoi? On agit en amont, à coup de médiation ou conciliation parentale ou familiale, on l'appelle comme on veut, pour faire en sorte que les parents construisent leur avenir, trouvent un accord,
gagnant-gagnant entre eux. S'ils n'y arrivent pas, le juge, dès le début, le plus tôt possible, avant que le conflit s'installe, il met en place une résidence alternée équilibrée, pas forcément égalitaire, ça peut être 40-60, pour éviter que le conflit ne s'installe, que le parent indélicat parte à l'autre bout de la France, après que le parent qui a les enfants pratique les éloignements géographiques, l'aliénation parentale, la non-présentation d'enfants, etc. Oui, qu'il n'y ait plus rien à gagner, et effectivement que l'enfant ne soit plus un enjeu. Voilà, il n'y a plus un gagnant, un perdant, et ça évitera d'avoir à sanctionner toutes ces dérives, hein, qui ne sont que des conséquences. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous, on est sur cette ligne-là, mais nous, à force d'en parler entre nous, à Équité Parentale, on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait réussir à empêcher de déplacer un enfant, à lui faire changer d'adresse sans l'accord de tous les titulaires de l'autorité parentale. Parce que la majorité des problèmes que l'on voit, c'est une séparation se passe mal, les mots montent, il y en a un des deux qui prend les gosses, et puis il s'en va, il part avec, et l'autre se retrouve confronté à des lourdeurs administratives, des incompréhensions et des difficultés pour reprendre le contact. Nous, ce que nous voudrions, c'est que si les parents ne sont pas d'accord, l'enfant reste à son adresse, et puis après, en bon entendement, le juge les pousse à avoir une résidence alternée, comme tu as dit, égalitaire en fonction de l'âge de l'enfant. Mais pour stopper le fait que l'un des deux parte à 800 km pour repartir chez ses parents, on voudrait stabiliser l'enfant. Est-ce que vous avez réfléchi à ce point, et quel est ton avis sur celui-ci? Alors, il y a deux choses pour ça. C'est que on peut pas empêcher un parent qui veut faire carrière ou qui refait sa vie de s'éloigner. Mais dans ces cas-là, nous, ce qu'on préconise, on voudrait que les juges, ils confient la garde de l'enfant à celui qui reste, qui lui garantit de pouvoir rester dans son quartier avec son environnement, son appartement, ses copains, voilà, son cadre de vie. Parce que un enfant a besoin de sécurité. Et un des moyens pour éviter aux parents indélicats de partir à l'autre bout de la France en toute impunité, je le rappelle, ou partir à l'étranger avec les enfants, c'est un rapt d'enfants. Pour moi, je suis sévère, mais je pèse mes mots. Eh bien, c'est pour ça qu'on a été reçu à deux reprises au ministère de l'Éducation pour classer l'inscription ou la désinscription d'un enfant en acte non usuel. Actuellement, c'est un acte usuel, ça veut dire qu'il suffit d'une seule signature d'un des deux parents pour déscolariser l'enfant et l'inscrire ailleurs. Par rapport à l'école, oui. À l'école, ça éviterait que un parent indélicat déscolarise pour l'inscrire à l'autre bout de la France. Il faudrait 2 signatures, et il n'y a pas les deux, il reste dans son école habituelle, classique, dans son l'appartement familial, là où il a vécu les premiers mois, voire les premières années de sa vie. Ça, c'est un petit peu de la théorie. On fera une émission spéciale école un jour, parce que j'ai beaucoup de témoignages et de documents, même des documents écrits un peu scandaleux par rapport à la façon dont l'école, le système scolaire peut réagir aux séparations difficiles. Mais dans la pratique, l'éloignement se fait, l'école 1 ne désinscrit pas l'enfant, l'école 2 dit je le prends pas parce que j'ai pas le droit, et puis on lui dit d'accord, l'enfant n'est pas scolarisé, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis l'enfant ils vont le prendre, il va repartir dans son école primaire ou son collège, parce que il habite juste à côté, et puis que l'autre école, l'école d'avant est à 400 bornes, et donc l'enfant ils vont le prendre. Donc nous ce qu'on voudrait c'est justement faire une notion pour bloquer, pour figer l'adresse administrative de l'enfant. Ça passe par l'acte usuel ou non usuel, et ça dépend. Le ministère de l'Éducation sont tout à fait conscients de cette problématique, parce que c'est de plus en plus fréquent et récurrent, mais ça passe par le ministère de la Justice. C'est une loi qui doit dire, là, c'est un acte sérieux, donc c'est non usuel, il faut l'autorisation des 2 parents, et ça éviterait l'éloignement géographique. Ça empêcherait l'école à l'autre bout de la France d'inscrire l'enfant. C'est obligatoire d'inscrire l'enfant. Oui, mais en pratique, comme tu t'es expliqué, ils vont le prendre, tu vois. Là, c'est même si tu envoies recommander aujourd'hui à l'école pour dire je ne souhaite pas que mon enfant soit désinscrit, donc tu fais un refus de désinscription, tu les notifies, disant qu'il n'y a pas d'accord tacite par rapport à ça. Ça n'empêchera pas que si l'enfant est éloigné, l'établissement scolaire d'après, suivant une phase d'attente pour ne pas le laisser seul devant la télé durant trop longtemps, va l'accepter de manière temporaire. Ce temporaire va durer, et puis finalement il sera là-bas. Actuellement, c'est la loi, ils sont obligés de scolariser l'enfant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça passe par cet acte usuel ou non usuel. C'est vraiment, on tourne autour de ça, oui. RLP. Radio libre en Périgord.
Oui, donc toujours avec Thierry Berger sur 102.3 RLP. Donc là, on a commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet. Le constat, on sera quasiment tous d'accord, quand ça se passe mal, ça se passe malheureusement beaucoup trop mal. Tu fais partie de ceux qui sont des activistes politiques, on pourra dire, dans le sens où tu essaies de porter les idées, nos idées, parce que tu portes aussi les nôtres, avec toi. Où se situe actuellement le combat politique de l'association Égalité Parentale? Quelles sont les nouveautés et les perspectives? J'ai embarrassé par la question. C'est un vaste sujet. On multiplie et on intensifie les contacts, c'est-à-dire les rendez-vous avec les députés, les sénateurs et les cabinets ministériels. Pourquoi on intensifie? Parce que on a dépassé la seconde moitié on est en plein dans la seconde moitié du quinquennat Emmanuel Macron. Il a fait la seconde partie de son quinquennat des affaires sociétales une de ses priorités. On a peu de temps pour convaincre. On a rencontré déjà un certain nombre de députés et on commence à élargir aux sénateurs. Et puis les cabinets ministériels, on a par exemple été reçus à 6 reprises au ministère de la Justice, à 4 reprises au ministère de la Santé, etc. Parce que on sent que ça frétille. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron, en grande pompe, il y a 15 jours, a essayé de promouvoir, enfin de faire de la publicité autour de l'extension du congé de paternité. Il y a une PPL qui est une proposition de loi, donc c'est un groupe de députés qui proposent une proposition de loi qui a été déposée au journal officiel fin juin, qu'on connaît bien parce qu'on en est à l'origine pour un peu plus d'égalité. C'est l'UDI, la proposition de Nicole Sanker, l'UDI, qui a été repris par sa collègue et derrière laquelle on est tous absolument. On attend la prochaine niche parlementaire de l'UDI, c'est celle-là, hein. Absolument, qui serait en mars. Donc ce n'est pas encore dans une niche parlementaire, mais c'est pour ça qu'on fait j'aime pas le mot lobbying, mais qu'on essaye de prêcher la bonne parole et de serrer les rangs de l'UDI pour dire allez-y. Je crois que tout le monde le fait, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut qu'il y en a qui le fassent. Et alors, la seconde PPL, proposition de loi, donc j'ai découvert que les sénateurs aussi pouvaient faire proposer des propositions de loi, c'est par la vice-présidente du Sénat qui est socialiste, et donc c'est venu par un autre biais que le nôtre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, mouvements, groupes ou courants de pensée qui poussent pour un peu plus d'égalité. Donc on se dit que c'est le moment d'agir parce que on arrive aussi le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, et voilà, on a bon espoir de pouvoir rencontrer Éric Dupond-Moretti le 20 novembre. Donc c'est pas encore fait, mais on a l'espoir. On a préparé les planches à la demande de son adjointe, des planches de présentation, et auquel cas on rencontrerait en amont quelques jours plus tôt Adrien Taquet. C'est vraiment le moment où on a eu des touches des échanges avec Boris Cyrulnik qui vient de pondre un gros rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Et on va rencontrer très prochainement Madame Marie-France Irigoyen, qui est pareil une éminente psychiatre spécialisée dans l'enfance. Donc tout ça montre que ça frétille, c'est pas encore gagné, mais la facilité avec laquelle on est reçu de plus en plus montre que le gouvernement s'en préoccupe. Ça veut pas dire qu'ils vont agir, ça veut pas dire que c'est gagné, loin de là, mais voilà, on garde espoir. Pourtant, durant la première partie du mandat, les signaux n'étaient pas très positifs. On a été nombreux à dire, et on était d'ailleurs persuadés que nous n'ignorerions absolument rien de cette magistrature. Et toi, tu es en train de contredire un peu ce ressenti, alors que tous les signaux qui nous arrivaient, n'allait pas dans le sens de la défense des droits parentaux. En fait, tout ce qu'on voit venir, nous, va plutôt à l'encontre de l'affaiblissement de ces droits parentaux. Parce que nous, on est convaincus que les droits de l'enfant, les droits parentaux, les deux vont un petit peu ensemble. On ne voit pas d'entité abstraite remplacer le rôle du parent. Donc comment ça se fait que toi, tu aies un ressenti différent des autres? Ou alors, autre question, reformulons, est-ce qu'il y a eu un basculement, un changement par rapport aux 2 ou 3 années précédentes? C'était loin d'être gagné au début du quinquennat de Macron. J'ai l'impression que les choses bougent de plus en plus. Les gens divorcent, c'est un couple sur 2 dans les grandes villes. Donc il y a un paquet de problèmes qui arrivent de plus en plus. C'était présent avant qu'il arrive, c'était présent avant Macron, c'était quelque chose. On a parlé avec Gérard Néran. Bon, ça date des années 90, ça monte si tu veux, mais ça ne date pas des 2 dernières années.
J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Aussi, il y a un élément sur lequel je surfe avec prudence, qui sont toutes les violences dans la rue. Les violences, et nous, égalité parentale, nous ne sommes pas des gilets jaunes, mais nous sommes proches, nous sommes à l'écoute des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est des jeunes, des enfants de divorcés, ou des jeunes parents seuls. C'est-à-dire que quand on divorce, on a entre 25 et 40 ans, on est dans la force du large. De voir tous ces jeunes dans les manifestations qui cassent un réverbère, qui incendient une poubelle, qui ne savent plus ce que c'est qu'un CRS et qui tapent dessus, qui n'ont plus de règles et plus de repères, et le gouvernement est en train de prendre conscience, parce que Taubira et Bernard Cazeneuve, que j'ai croisés dans un pince-fesse, étaient parfaitement au courant quand je leur ai dit tous les attentats en Europe, à Stockholm, à Bruxelles, mais surtout à Paris, il y a 5-6 ans, c'était chaque fois un enfant pour lequel la mère appuyait sur le bouton éjecte, où le père est parti, c'est possible. Donc l'enfant, échec scolaire, dans la rue, délinquance terroriste, djihadiste, ça va très vite. Ils en sont conscients. Et donc, d'un point de vue violence ou sérénité de la société, le gouvernement est en train de réaliser que un enfant, il a besoin d'être éduqué par ses deux parents. C'est-à-dire que quand le couple explose, le couple parental demeure et il faut un père et une mère, ou deux pères, deux mères, parce qu'il y a la sénatrice aujourd'hui qui m'a repris. Ok, mais l'enfant a besoin d'être cadré par deux adultes, deux parents. Il faut deux composantes parentales. On a fait des émissions très riches avec Jean-Pierre Winter, avec d'autres sommités, Raphaël Delpar et dernièrement Joseph Zudas aussi. L'enfant a besoin de ces deux composantes parentales. Si le père a commencé à prendre son rôle avant la séparation, il est extrêmement important qu'il continue de le suivre après cette séparation, parce qu'on change pas de composante paternelle de cette manière-là, afin qu'il y ait une acquisition des limites, des règles, de l'encadrement, de l'amour paternel tout simplement, qui est nécessaire dans sa composante paternelle, on va dire, parce que visiblement, on évolue sociétalement sur ce sujet. Et effectivement, l'État, l'école, une entité abstraite ne pourront pas remplacer le rôle d'une épaule ferme et solide qui se doit d'être présente. Bon, nous on le sait. Si tu me dis que tes interlocuteurs, les députés, s'en rendent de plus en plus compte, c'est une bonne nouvelle. Écoute, grâce notamment des actions comme les 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik, qui est vraiment très très reconnu, et quand il montre l'importance du père dès le plus jeune âge, ça peut que apporter de l'eau dans notre moulin, et il est très écouté. Donc les députés, les élus, les cabinets ministériels commencent à se garder la tête, à s'interroger en disant pourquoi finalement éjecter le père, et il y a une réaction hostile de plus en plus aux féministes extrémistes qui tirent à boulet rouge sur les pères. Il y a une contre-réaction qui dit finalement faut revaloriser le père, en réaction avec ce rejet de ces féministes extrémistes qui est de plus en plus décrié. RLP, Radio Libre en Périgord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain, et donc le prochain vendredi, la suite de cet entretien avec Thierry pour une seconde partie avec plus de thèmes, plus de discussions et encore plus de Jaf ta mère. Portez-vous bien, restons confinés, ne tombons pas malades et à bientôt. Au revoir, bye bye. Jaf ta mère. Jaf ta mère.